sans vouloir m'envoyer des fleurs, ce que j'ai fait était infaisable. J'étais en train de me reposer, j'avais conduit en début de course, et la Gardère vient me trouver, il me dit Servoz abandonne, on abandonne. C'est le moteur d'essuie-glace qui est mort. Et là, ça m'a paru tellement débile que j'ai dit à Jean-Luc Lagardère, attendez, je vais essayer. Donc je fonce au stand, je croise Servoz, et il me dit, mais c'est pas la peine de monter dans l'auto, il pleut des cordes, c'est absolument impossible de conduire, on voit même pas le bout du capot. Je suis monté dans la voiture, je suis parti. De toute façon, chaque tour, pour moi, ce sera le dernier. J'étais sûr de sortir de la route. J'étais parti de très loin parce que Servoz s'était arrêté. Il était classé dans les derniers. Au lever du jour, quand la pluie s'est arrêtée, quand je lui ai rendu la voiture, on était deuxième. Et comment je suis resté sur la piste pendant 4 heures en rattrapant tout le monde, c'est ce que je dis d'une manière imagée, c'est que le bon Dieu était assis à côté de moi parce que c'est un miracle. Henri Pescarolo, vous êtes l'une des légendes des 24 heures du Mans, dont la 100e édition se déroule ce week-end. Comment êtes-vous arrivé à la course automobile, puis à l'endurance? J'avais jamais mis les pieds sur un circuit avant de courir moi-même. Mon premier rapport avec ce qui pourrait être une course automobile, c'était le rallye Esculape pour les médecins, puisque mon père était médecin. Comme mon père aimait bien les voitures, mais pas la compétition, il m'a dit, bah, si tu veux, on le fait ensemble. Sauf que je conduisais de temps en temps, c'était mon père qui faisait la navigation, et comme dès qu'il fait de la navigation, il se perd, on est arrivé dernier. Moi, quand j'étais jeune, je voulais être pilote de chasse. Et puis, je suis rentré en médecine parce que c'était la voie familiale. Et il se trouve qu'en écoutant Europe numéro 1, j'ai entendu parler de la promotion d'une opération qui s'appelait l'opération Forte Jeunesse et qui consistait à essayer de trouver des nouveaux pilotes français parce qu'il n'y en avait plus. Moi, je me suis inscrit à Paris et il se trouve que j'ai été dans les trois sélectionnés pour Paris. Et ça a été l'année 1964 pendant laquelle on m'a beaucoup remarqué parce que j'ai gagné beaucoup de courses. 1965, un inconnu complet qui s'appelle Jean-Luc Lagardère, qui est le patron d'une société totalement inconnue qui s'appelle Matra, il fait une conférence de presse et qui annonce je vais créer une écurie de course et notre ambition c'est de gagner les 24 heures du Mans et d'être champion du monde de Formule 1. Et il y a quelqu'un qui est venu dire à Jean-Luc Lagardère, bah tiens, il y a un petit jeune dans l'opération Fort Jeunesse qui s'est fait remarquer, ce serait peut-être sympa de le faire venir chez nous. Donc je suis rentré chez Matra comme pilote à l'essai. Et donc du coup j'ai abandonné la médecine et à partir de fin 65, ma vie ça a été l'automobile et les 24 heures du Mans. Vous avez participé 33 fois en tant que pilote pour 4 victoires finales et 12 fois en tant que directeur d'écurie. Quel est votre meilleur souvenir? Comme on dit dans la vie et dans tous les domaines, c'est la première fois qui est la meilleure. Mon plus beau souvenir, c'est cette première victoire en 72 avec Graham Hill. Le pire souvenir au Mans, à l'inverse de ce que vous pourriez croire, c'est pas quand j'ai brûlé dans ma voiture, que je devrais être mort. Mais quand on s'en sort, ça devient un très bon souvenir finalement. Ma voiture s'envole. Tout le monde sait qu'une voiture qui s'envole dans la ligne droite d'une audière, elle retombe dans les sapins et le pilote est mort instantanément. Le rapport de gendarmerie dit que j'ai volé pendant 250 mètres, donc ça dure un certain temps. Quand j'étais en train de voler, je savais que j'allais être mort au moment où j'allais retomber. Manque de peau, je suis pas mort, mais je suis coincé dans ma voiture qui brûle. Donc il y avait tout pour que j'ai plus envie de conduire après. 4 mois après, je sors de l'hôpital, et peut-être pour me tester, Jean-Luc Lagardère m'envoie faire le Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring, qui est le circuit le plus dangereux et le plus difficile au monde. Alors j'avais une Formule 2, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas assez de Formule 1. Donc le Grand Prix d'Allemagne, le début de la grille de départ, c'était les Formule 1, et derrière, c'était les Formule 2. Non seulement j'ai pas eu peur, mais je gagne en Formule 2 en laissant le deuxième à un tour derrière moi, et je suis dans les 6 premiers du Grand Prix lui-même. Donc pour moi, ça y est, ça veut dire que il n'y a aucun problème. L'accident ne m'a pas du tout marqué psychologiquement et j'ai pu continuer ma carrière normalement. Selon vous, à quoi le prestige mondial des 24 heures du Mans est-il dû? Vous savez, on est en train de fêter cette année les 100 ans des 24 heures du Mans. Il n'y a pas beaucoup d'événements dans le monde dont on fête les 100 ans actuellement. Une course en circuit,
de 24 heures, ça n'avait jamais existé. C'est devenu instantanément le grand événement automobile. Tous les constructeurs les plus importants au monde sont venus au Mans justement pour prouver les qualités de leur voiture. C'était une course à part parce que c'était un circuit à part, c'était un circuit légendaire. Il n'y a aucune autre course de 24 heures dans laquelle il y ait une telle ambiance. Le 24 heures du Mans, tout en ayant été toujours la course la plus populaire, il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des moments où il y avait le plus grand monde. Quand il y a eu le duel Matra-Ferrari, il y avait beaucoup d'autres bonnes voitures derrière, mais on a retenu que le duel. Maintenant, ils arrivent à 5, les constructeurs, ou 5 ou 6 cette année. Donc c'est vraiment un nouveau départ des 24 heures du Mans. Le Mans, je crois, est reparti sur une bonne voie, c'est-à-dire que ça reste des budgets relativement accessibles, aussi bien pour des écuries privées que pour des constructeurs. Et il y a 5 constructeurs qui viennent pour essayer de gagner cette année. Donc je crois que ce qu'a fait Pierre Fillon et ce qu'il a fait avec le championnat IMSA fait que c'est reparti pour très longtemps sur une très bonne voie pour rester la course ou l'une des courses les plus importantes au monde. Vous avez connu un certain âge d'or du sport automobile. Que pensez-vous de son évolution? Il y a quelque chose qui a beaucoup changé de choses, le principe de précaution. S'il se passe quelque chose, on va chercher le responsable et il est coupable. C'est-à-dire que le directeur de course qui donne le départ sous la pluie, si dans le premier tour il y a un accident grave, on va chercher le responsable. Et le responsable sera le coupable et ce sera le directeur de course. Maintenant, la sécurité est devenue la chose prioritaire dans tous les domaines de la vie. Alors, on ne va pas parler du vieux temps où il y avait un mort à chaque course. On ne peut pas, évidemment, regretter cette époque, mais on ne peut pas non plus aller trop loin dans l'autre sens. Avez-vous un pronostic pour la victoire cette année? Logiquement, on pourrait penser que Toyota est le mieux placé pour gagner, puisqu'ils viennent de gagner 4 fois. Ceci dit, en voyant ce qui s'est passé aux États-Unis, il y a des concurrents qui sont très dangereux, très fiables, avec des voitures bien conduites. Et en plus de ça, le retour des voitures comme les Ferrari, ça reste une course qui va être très ouverte.